Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de DSI des Hommes. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de l'industrie du futur ou l'industrie des futurs, là où la tech rencontre notre côté le plus humain. On ne va pas juste parler des machines ou de lignes de code, mais aussi de nous, les humains, comment ces nouvelles technologies améliorent notre quotidien, stimulent notre créativité et changent la façon dont on travaille dans le monde de l'industrie. Et parce que aussi, soyons honnêtes, l'industrie doit évoluer dans l'éco-responsabilité. On va explorer cette dimension, comment on peut avancer sans laisser un gros désordre derrière nous. Ça sera au cœur de notre discussion. On abordera aussi le sujet crucial de la souveraineté. Comment on reste aux commandes de cette révolution tech sans sacrifier notre indépendance, sans sacrifier nos données, en choisissant les bons outils. C'est une question qu'on va creuser. On va aujourd'hui échanger avec Frédéric Grimaud, un ingénieur-chercheur de l'industrie du futur chez Item Factory à l'école des mines de Saint-Étienne. On va explorer ensemble comment l'industrie du futur va révolutionner notre quotidien. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de DSI des Hommes. L'objectif, c'est de parler d'un sujet un peu flou, un peu sur l'industrie du futur, industrie 2.3, 4.0, on reverra ça. Je pose régulièrement une question à mes invités au démarrage, c'est quel est votre premier souvenir de numérique? Ça vous laisse premier souvenir du numérique. C'est peut-être la découverte des DVD. D'accord. Ok, la découverte des DVD. CD, DVD. Oui. Voilà, c'est la nouvelle génération, passer des cassettes à un format analogique puis numérique. Voilà, et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé de comprendre que derrière beaucoup de choses pouvaient se cacher des chiffres, une derrière codification, et puis la miniaturisation, voilà. D'accord, ok, c'est vraiment sympa. J'aime bien faire cette question parce que ça permet de voir un peu la vision du numérique qu'ont les gens. Et c'est la première fois qu'on me dit le DVD, mais c'est vrai que c'était un événement majeur, on va dire, de notre temps, quand on passe de la cassette là qu'il fallait rembobiner. Exactement, la puissance en termes de stockage, la qualité. Voilà, là on voyait vraiment l'intérêt de passer au numérique. Ouais, c'est vrai que c'était le bel intérêt. Ça donne aussi un indice sur mon âge. Mais... Oui, c'est sûr que on m'avait parlé quelque temps des Amstrad, ou d'autres, ils ont découvert le numérique, ils m'ont dit avec l'iPhone. Voilà. Ah ouais, d'accord, voilà. C'est clair que ça donne un indice sur l'âge. Bon, avant de parler vraiment de ce sujet de l'industrie du futur, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Alors moi, je suis un informaticien qui a mal tourné, puisque je suis ingénieur en informatique de base. Et puis assez rapidement, je me suis tourné vers le génie industriel. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans pour Michelin pour faire du jumeau numérique, en gros, avant de rejoindre l'école des mines de Saint-Étienne en tant qu'enseignant-chercheur. Et donc, ça fait plus de 25 ans que je suis enseignant-chercheur aux mines de Saint-Étienne. Pour des missions diverses, j'ai pu faire du management, de la direction adjointe de sites, l'Institut Fayol par exemple, des missions transverses, et puis également du montage de plateformes. Et puis aujourd'hui, on va dire, j'essaye de lier mes 3 passions qui sont la formation, parce que j'adore ça, le transfert industriel et la recherche, sur un domaine assez large qui est, on va dire, le numérique, la transformation digitale des entreprises. D'accord. Et donc, c'est là où Item Factory rentre en jeu. Donc, les gens ne nous verront pas, mais on est dans un des sites de Item Factory. C'est quoi le rôle de ce, je ne sais pas si on peut l'appeler une plateforme, voilà. En fait, une plateforme pour nous à Mines Saint-Étienne, en fait, c'est un objet à la fois de communication et un tiers-lieu, on va dire, qui permet d'accueillir à la fois des industriels, des chercheurs et des élèves. Et d'essayer de faire prendre la mayonnaise, on va dire, autour de ces 3 publics qui ont vraiment des visées et des objectifs souvent assez différents.
Donc, c'est un lieu où, donc sur à peu près 300 mètres carrés, on a regroupé pas mal de techno et d'usages autour du numérique. Mmh. Et ça nous permet de faire des opérations de sensibilisation. Par exemple, on en a fait une hier, Mmh. voilà, avec une quinzaine d'industriels pour leur faire découvrir des parcours de formation et une sensibilisation à ce qu'on appelle le digital lean. Mmh. On y fait également des preuves de concept. On accueille 3 projets régionaux, boosters, Mmh. voilà, autour de la robotique, autour du système d'information. Et on aime bien que ces projets, à terme, débouchent sur des preuves de concept qu'on a dans nos plateformes. Ça nous permet de montrer ce qu'on est capable de faire. Mmh. Et puis, ça permet aux étudiants également de voir du matériel, des preuves de concept sans forcément se déplacer dans les entreprises et de pouvoir y faire des projets également. Voilà, donc c'est vraiment un lieu d'émulation. Oui. Et c'est vraiment une typicité de Mines Saint-Étienne parce qu'on a plusieurs plateformes. Il y a celle dont on parle aujourd'hui à ITM Factory, mais on en a une également à Dioui, à Charbonnières-les-Bains, Dioui. On en a également à Gardanne, autour de la fabrication d'IoT. On en a au CIS, donc à l'hôpital Nord, autour de la médecine et de des matériaux, des nouveaux matériaux, des flux également, des systèmes hospitaliers. Donc c'est vraiment un outil qu'on aime travailler à Mines Saint-Étienne et qui correspond à l'ADN qu'on a. On dépend du ministère de l'Industrie et on veut vraiment être en proximité avec les industriels. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un tiers-lieu, on en voit beaucoup, enfin beaucoup avec des utilités différentes. Et c'est vrai que je pense que ce sont des lieux que les industriels doivent mieux connaître parce que ça peut permettre aussi de créer le lien entre eux et les étudiants. Je pense, enfin eux et les chercheurs, voilà, peut-être découvrir de nouvelles choses qui peuvent leur être utiles, qui sont éprouvées, enfin testées, éprouvées, voilà, ou aller peut-être plus loin parce que comme vous le dites, il y a aussi le côté recherche, faire des projets et voir ce qui peut être fait. Tout à fait. En fait, notre offre, on va dire, elle est sur de la formation, parce qu'on est une école d'ingénieurs à la base. Donc, notre mission première, c'est de faire de la formation. Et la formation, on ne la conçoit pas sans être au service de notre société et donc des entreprises. Et bon, pour ce qui nous concerne, plutôt les systèmes industriels. Donc, d'avoir ce lieu où on peut développer des projets, on peut faire des formations avec nos élèves, accueillir les industriels, pour nous, c'est un lieu d'accélération, on va dire, à la fois pour les industriels qui viennent récupérer beaucoup d'informations la plus objective possible sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, qui peuvent tester, qui peuvent expérimenter les choses, et puis cette mise en relation avec nos étudiants, nos chercheurs, soit pour faire de la formation, soit quand il y a, on va dire, un verrou scientifique à sortir, de regarder comment on peut lier ça avec nos laboratoires. Puis ça peut être aussi pour moi un lieu de, enfin, je sais pas comment je pourrais l'exprimer, mais de démystification de cette industrie du futur. On reviendra tout de suite après là sur la définition, de pédagogie aussi auprès des industriels pour aussi les faire évoluer parce que il y a quand même beaucoup de choses à faire pour eux. On reviendra sur les avantages. Mais moi, j'avais noté là, via BPI France qu'il disait qu'un dirigeant sur 2 n'arrive pas à donner spontanément une définition précise de l'industrie du futur ou 4.0. Alors, est-ce que vous pourriez nous la définir et nous dire ce que c'est et voilà, en quoi ça diffère aussi des modèles industriels précédents? Parce qu'on a entendu parler de 2.0, 3.0, maintenant on serait au 4.0. Voilà. Et on parle maintenant du 5.0. Oui. Je pense que pour démystifier tout ça, on va dire que c'est permettre, face à l'industrie du futur, elle doit permettre aux entreprises de gagner en performance, en agilité, en éco-responsabilité aussi, on y reviendra. Aussi. Oui. Voilà. De s'adapter, on va dire, à la fois aux clients et aux personnes qui travaillent dans l'entreprise. À travers un ensemble d'outils, de méthodes basées essentiellement quand même sur le numérique, sur la data, on y reviendra. Et donc c'est pour ça que je n'utilise pas des mots comme cobotique, comme réalité augmentée, voilà, parce que ça peut être ça, mais ça peut être des choses très complexes. Et c'est vraiment un mouvement de fond que doivent opérer les industriels en se disant aujourd'hui, je suis monoproduit avec des clients qui savent à peu près ce qu'ils veulent, je suis au niveau national, voilà. Et l'industrie du futur, c'est de se projeter
en disant à quoi doit ressembler mon outil de travail pour être capable d'avoir cette résilience, d'avoir cette agilité, cette performance industrielle qui fait que je peux réindustrialiser, je peux aller chercher des nouveaux marchés. Donc, j'allais dire, rien de nouveau sous le soleil, en fait, parce qu'en fait, c'est ce que cherchent à faire les entreprises depuis des années. Simplement, on voit aujourd'hui une rupture et un champ des possibles grâce au numérique qu'on l'a rêvé il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Pour ceux qui connaissent, il y avait ce fameux concept CIM, de Computer Integrated Manufacturing, qui était, on va dire, une vue de l'esprit, en disant ça serait bien de pouvoir connecter, agir, piloter. Et puis aujourd'hui, grâce aux outils du numérique, on est capable de le faire. Et donc, comme vous le disiez, ce qu'on a ici, c'est des preuves de concept réel, c'est du concret. Disant aujourd'hui, je vais être capable de piloter ou diffuser de l'information dans mon entreprise, dans mes ateliers, dans mes différents locaux. Je suis capable de le faire avec des solutions matures et qui ne sont pas si chères que ça. Et puis, je peux aller sur des choses très, très complexes. Mais on a aujourd'hui un panel, rien que sur nos plateformes, on a plus de 60 solutions qui vont de quelques centaines d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros, qui peuvent être des solutions et qui répondent à un besoin. Mais l'industrie du futur, pour une entreprise, j'allais dire qu'en fait, c'est à elle de le définir. C'est aujourd'hui, j'ai un business model, est-ce que je veux aller vers la servicisation, la location de services, entre guillemets, est-ce que je veux aller vers de la mass customization, je veux être capable de proposer des configurateurs produits à mes clients, je veux être capable d'intégrer très rapidement des nouveaux collaborateurs, je veux faire du multisite en n'ayant plus cette distance que l'on connaît. Donc, c'est vraiment se construire une feuille de route en disant à quoi doit ressembler mon écosystème, mon entreprise dans son territoire, avec ses fournisseurs, ses clients, d'ici 5-10 ans, et ensuite faire une feuille de route qui permette d'accéder à ce nouveau système. Ce que vous dites est pour moi important et primordial, et finalement c'est ce que je retrouve à chaque fois dans tous les épisodes que j'ai faits sur n'importe quelle thématique, c'est que le numérique est au service de l'entreprise. Et ce que vous dites, c'est que d'abord, les dirigeants des industries parlent des usages, parlent de ce qu'ils veulent devenir aussi, ce qu'ils veulent être demain aussi, et après grâce à ça, nous, côté numérique, on va trouver les solutions qui sont par rapport à ses enjeux, à ses besoins, mais aussi par rapport à son budget, parce qu'il y a aussi ça. Tout à fait. Ce que vous avez dit, ça va de 100 euros à 10 000 euros. Exactement. Voilà, et il faut qu'il en ait conscience. Et moi, je trouve, comme sur d'autres sujets, que l'industrie, le mot industrie du futur est devenu un mot marketing et business, et que beaucoup l'utilisent. C'est comme la cybersécurité, c'est devenu pour moi un cyberbusiness. Voilà, et que les industriels, je pense aussi, peuvent avoir peur aussi de certaines choses parce que chacun veut vendre sa propre solution. Alors, je dis pas elles sont toutes bonnes, mais elles sont peut-être pas adaptées à tous. Voilà, et c'est là aussi l'intérêt de vous aussi, d'expliquer aussi ce que ça peut apporter. Et voilà. Tout à fait, nous, sans dénigrer d'autres outils de communication auxquels peuvent accéder des industriels. Je pense au salon, je pense à des preuves marketing. Nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est une rapidité de visualisation de l'écosystème sur un sujet donné, en toute objectivité. Dans nos plateformes, on ne vend rien. Oui. Donc, on n'a pas ce discours commercial, on n'a pas à avoir d'ailleurs. Oui, tout à fait. Une école, on a besoin de prendre du recul. Et donc, nous, en toute objectivité, on va présenter l'état du marché avec ses forces, ses faiblesses, les difficultés de mise en œuvre. Et donc, après, c'est à l'entreprise de se dire, voilà, j'ai cette vision quand même environnée des différentes solutions, et à moi de me définir ma feuille de route, là où j'ai envie d'aller, et de choisir ensuite judicieusement les bons outils. Mais c'est souvent difficile pour l'entreprise de se projeter justement dans cette feuille de route. Oui. Et pour moi, il y a deux axes à regarder pour un industriel. C'est qu'est-ce que je veux amener comme service supplémentaire à mes clients. Donc ça, c'est aujourd'hui, on parle de jumeaux numériques, par exemple, pour donner une vision plus détaillée du produit qu'on vend. J'étais hier, par exemple, avec une société, Steriflow, pour ne pas la nommer, qui est vers Rouen,
qui se pose la question de fournir avec ses stérilisateurs le jumeau numérique CAO pour pouvoir faire des opérations de maintenance à distance. Voilà. Et quand je parle jumeau numérique, c'est pas un gros mot. Ça peut être juste un modèle CAO un peu détaillé qu'on fournit et sur lequel on va pouvoir plugger de la réalité augmentée avec des solutions qui aujourd'hui coûtent quelques centaines d'euros. Oui, il faut pas aller, enfin, il faut pas que les gens imaginent que c'est C'est-à-dire, l'hologramme, voilà, exactement, qui sort. c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir permettre de caler des informations sur un modèle CAO. Et aujourd'hui, ça se fait avec des solutions, avec des abonnements à quelques centaines d'euros. Oui, et puis donc, c'est souvent des solutions. Enfin, la base de la solution de CAO, ils l'ont déjà. Voilà, et c'est des faut options juste, à voilà, rajouter et exactement. formation, bien entendu. Voilà, et donc ça, c'est le premier axe, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de donner comme service supplémentaire à mon client, parce que, voilà. Et le deuxième axe, c'est, j'étais dans une conférence avec, chez MGA Technologies la semaine dernière, où on parlait en fait de points de douleur, en disant qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les points de douleur. C'est là où on se rapproche aussi de l'excellence opérationnelle et de l'amélioration continue. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon environnement, dans mon outil de travail, pour être plus efficient, pour être plus économe en énergie, pour être plus agile au sein de mon entreprise. Donc l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien également se dire que demain, j'aurai une organisation efficiente avec des nouveaux services, mais il y a déjà des choix, des hiérarchisations à faire en se disant, dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, quels sont les projets phares que j'ai envie de mener. Oui. Non pas sous forme de POC en disant je fais des choses à droite à gauche, mais bien dans une vision globale en se disant voilà où je veux aller, je fais ça tout de suite, ça je l'aurai pour plus tard, et ne pas hésiter, on va dire, à revenir sur ses erreurs, parce que voilà, on gagne pas à tous les coups, c'est comme tous les projets, donc voilà, on a droit à l'erreur, on a le droit de s'être trompé d'outils, mais si on n'essaye pas, on n'arrivera jamais à savoir si ça peut marcher ou pas. C'est sûr, c'est sûr. Et en préparant l'épisode, en cherchant un petit peu, j'ai lu que l'industrie 4.0 provient surtout, en priorité de l'Allemagne, qui est un leader, voilà, soi-disant de l'adoption de l'industrie 4.0. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'investissements faits au niveau de l'Allemagne. Je crois qu'il y a 3 milliards d'euros des industries d'ici 2025 qui vont être investis. Ils ont mis en œuvre des systèmes, tout un tas de systèmes. Est-ce que déjà ça, vous êtes d'accord? Et où en est la France par rapport à ça actuellement? Alors, c'est vrai que le modèle allemand et le modèle français sont un peu différents. Industrie 4.0, ça c'est très connoté robotique, cobotique, automatisation, système cyberphysique. Pour ça qu'en France, on parle plutôt d'industrie du futur. Pour ça qu'on a d'ailleurs l'Alliance pour l'industrie du futur. Parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait sur la même problématique. Les Allemands, ils ont un problème de ressources, de démographie, qu'ils ont entraîné très rapidement à devoir engager des automatisations, on va dire, très importantes. Nous, en France, on n'a pas cette problématique de la démographie. Et d'ailleurs, les Allemands commencent à revenir un peu en arrière en disant que l'automatisation, la cobotisation, pour la cobotisation, ce n'est pas forcément la bonne réponse, parce que ce qui est plus agile dans un système industriel, c'est l'homme. On s'en est rendu compte pendant la crise Covid, que ce n'est pas les entreprises qui étaient les plus automatisées qui ont su se réorganiser le plus rapidement. Donc, le pari que fait la France, c'est pour ça que même on parle maintenant d'industrie 5.0 en intégrant les aspects sustainability, mais aussi les aspects humains, c'est de se dire comment le numérique, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, peut être au service du développement de l'agilité, mais autour de l'homme. Donc, nous, des solutions qui rendent, on va dire, l'homme asservi à la machine, ce n'est pas des solutions qui nous intéressent. On est vraiment dans l'inverse. Un cobot, aujourd'hui, il a un intérêt parce qu'il va libérer l'homme d'un certain nombre de tâches et il va circuler dans un environnement sans embêter, on va dire, l'homme. Donc, oui, industrie 4.0, plutôt technologie, industrie du futur. Maintenant, on parle, nous, ici, d'industrie des futurs, sans faire de pinailler sur les mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit aujourd'hui que
l'entreprise, elle doit se transformer en intégrant les 3 transformations majeures auxquelles on a à faire face. Le numérique, on en a parlé, l'industrie, le rapport au client qui fait évoluer le besoin client, la rapidité, ainsi de suite, et l'environnement. Et si on n'intègre pas ça dès aujourd'hui, demain, on va avoir des entreprises qui seront confrontées à des murs par rapport au ressourcement de matières premières, des murs par rapport au traitement des effluents ou de la vie dans l'écosystème, et des murs de recrutement aussi. Bien sûr. Donc pour nous, cette industrie des futurs, elle intègre de manière globale ces différents éléments. Ça peut être des choix de nouveaux matériaux, ça peut être ce qu'on appelle l'économie circulaire aussi, qui va être au cœur de la transformation des entreprises. Aujourd'hui, on est sur un système très linéaire. Je consomme de la matière première, enfin je ressource, je prends de la matière première, je produis. Au mieux, je recycle quand j'ai des circuits de recyclage qui sont maîtrisés, parce que des fois, on envoie dans la nature des choses, on n'est pas capable de les ramener. Demain, cette linéarité, on va devoir la mettre en circuit plus circulaire, avec de la réutilisation, avec du recyclage, avec de la réparation. Et on voit, au niveau du grand public, on commence à voir arriver ça. Maintenant, on commence à se dire, tiens, un ordinateur, un smartphone, je vais regarder son indice de réparabilité. Parce que, voilà, j'ai peut-être pas envie de remettre des centaines d'euros tous les 4 matins. Quand on achète une voiture, on aimerait bien aussi qu'elle ait été conçue pour être réparable. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de voitures. Donc, aujourd'hui, ça peut être un frein pour les entreprises avec des produits qui ne correspondent plus au marché et pour lesquels, on l'a vu pendant la crise Covid, des entreprises de fabrication automobile qui ont remis des compteurs à aiguilles parce qu'on n'avait plus suffisamment qui ont réadapté. Donc, on est vraiment dans cette mouvance. Demain, je dois être éco-responsable, agile dans mon environnement, implanté dans mon territoire. Ça, c'est extrêmement important aussi. Pour être capable d'aller chercher les bonnes ressources et efficace, puisqu'il y a quand même un minimum de rentabilité à avoir si on veut. Un mot qu'on n'a pas mis également, et je rajouterai, c'est la souveraineté. C'est-à-dire comment je suis capable, dans mon environnement, de garantir, on va dire, la propriété de mes données, la maîtrise de mes flux, de mes matières premières, qui est un élément aussi extrêmement important dans ce qu'on appelle l'industrie des futurs. Donc, on voit qu'on est bien au-delà d'une simple automatisation qui, dans certains cas, peut effectivement amener de l'agilité ou de l'efficacité. Mais moi qui viens du monde de l'excellence opérationnelle, je me dis qu'on a beaucoup de choses à faire. Déjà sur les flux, sur l'organisation, sur l'intégration de la richesse humaine dans les organisations, avant de forcément vouloir technologiser, c'est pas un beau mot, les choses. Il y a plusieurs choses, je pense, plusieurs pépites, on va dire, à échanger là, et qui sont pour moi hyper importants et qu'il faut aussi, alors peut-être combattre un petit peu des idées reçues aussi des gens. La première, c'était, vous avez beaucoup parlé autour de l'humain et du social, et voilà. Et il faut ça, enfin, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que l'arrivée de l'industrie du futur va pas forcément enlever des emplois. Elle va en rajouter, le faire changer, le faire évoluer. Il y a une étude de l'OCDE sur ce sujet-là. Elles estiment que 25% des emplois de 2030 dans l'industrie du futur n'existent pas encore. Il y a encore d'autres chiffres, que même que 11 000 postes sont créés chaque année grâce au numérique. Il y a eu des exemples, par exemple, ça c'est d'après la Fédération internationale de la robotique, dans l'automobile, il y a eu 52 000 robots qui ont été acquis aux États-Unis et une création de 260 000 emplois grâce à ça. Et de même chez Amazon, qui est souvent décrié, voilà, qui pourtant, j'ai échangé déjà aussi avec Jean-Philippe Timsit lors du dernier podcast sur ces sujets-là. Des fois, ils peuvent être aussi des exemples. Ils ont installé 45 000 systèmes automatisés et à côté de ça, il y a eu 100 000 emplois supplémentaires derrière tout ça. Donc, je pense aussi que c'est important de aussi se dire que ça va supprimer des emplois, mais en recréer d'autres, parce que le monde change, etc. Et que ça en recrée de plus en plus. Et c'est d'autant plus avec votre rôle d'enseignant chez Télécom, c'est aussi d'avoir ces gens qui sont formés à tout ça.
Voilà. Est-ce que par rapport à ça, vous avez une vision, comment vous voyez la chose? Oui, on est en accord avec ça. L'industrie des futurs, elle va faire évoluer le système d'une entreprise avec des métiers. Je veux dire, c'est pas nouveau, hein. Aujourd'hui, on n'a plus de rétameurs, on n'a plus de vitriers qui passent chez nous. Bon, voilà. Peut-être que demain, d'ailleurs, on en aura à nouveau. Oui, peut-être. Ouais. Parce qu'on le voit d'ailleurs sur la servicisation. Mm. En gros, c'est refaire revenir des aiguiseurs au sens noble du terme, si on parle de petits coupants, par exemple. Donc, il y a une vraie cyclicité dans tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on aligne, on va dire, pour nous, organismes de formation, les compétences dont vont avoir besoin les industriels demain. C'est ça qui est le plus important. Et effectivement, les métiers du numérique, ils vont faire disparaître, j'allais dire, heureusement, des métiers qui ne sont pas forcément très intéressants, au bénéfice de métiers avec une plus-value évidente pour l'entreprise. Ça passe quand même par une augmentation, on va dire, du niveau d'études moyen dans les entreprises, parce qu'il faut cette adaptation à ces outils numériques. Et donc, c'est là où il faut que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur soit à la hauteur et fournisse des personnes compétentes et adaptées. Et on sait bien que le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation ne sont pas dans la même temporalité. Oui, c'est sûr. Et donc, le vrai défi, il n'est pas de se dire il y a des nouveaux métiers qui vont être créés, ça a toujours été, et donc ça sera dans l'avenir, sans doute un peu plus rapidement, mais le vrai défi, c'est de se dire comment on s'organise pour fournir des ressources compétentes. Aujourd'hui, si vous cherchez quelqu'un, par exemple, on écoute parler de la 5G. Vous êtes une entreprise et vous allez chercher aujourd'hui un ingénieur qui a été formé aux technologies de la 5G, vous allez chercher longtemps. Oui, c'est sûr. Voilà, et ça, c'est un vrai problème. Donc, nous, à l'école, on est dans des grands projets. Alors, on ne peut pas dire que l'État ou la nation ne fait rien. Nous, par exemple, on participe à un gros projet qui s'appelle les CMA, donc les compétences et métiers d'avenir, autour de la cybersécurité, autour de la 5G, autour de l'IA. Et c'est là où il faut qu'on soit extrêmement rapide, parce que les entreprises en ont besoin aujourd'hui. Et donc, le vrai défi, pour moi, de la France, on va dire, c'est justement d'aligner de la formation de masse sur ces nouvelles problématiques, de manière à ce que l'entreprise ne cherche pas pendant 3 mois, 6 mois la ressource rare sur ces nouvelles problématiques. Et voilà. Alors, à la fois, le numérique permet de faire descendre le niveau de décision, c'est-à-dire que des décisions qui étaient prises à des niveaux cadres, demain seront sans doute prises à des niveaux de techniciens ou opérateurs, et c'est très bien, parce que c'est comme ça qu'on va décentraliser et gagner en agilité, mais ça a une on va dire une action un peu contraire, qui est de dire, justement, l'opérateur, demain, le technicien, il a dû être formé à des choses un petit peu plus évoluées que ce qu'il a aujourd'hui dans ses formations. C'est là où nous, on travaille avec l'UMM, on travaille avec toutes les branches, on a un gros projet également au niveau de l'IMT qui s'appelle le projet Parcours, d'investir la formation continue, parce qu'on sent que si on n'est pas support à ces transformations, la ressource qui va manquer le plus, c'est la compétence. Oui, c'est un vrai problème, et je pense que le souci est aussi sur la temporalité que par rapport à l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, mais aussi comment accompagner les gens qui sont déjà en place. Exactement. Parce qu'il y a des gens qu'il faut faire évoluer. Donc c'est là aussi où il y a, pour moi, beaucoup de choses quand même qui sont faites sur les OPCO, sur les UMM, sur d'accompagnement, avec quand même des choses qui sont faites pour aider ces industriels. Pour, il y a un instant T, parce que de toute façon, il y a peu de ressources. Celles qui sont là, elles sont chères. Voilà, donc tout le monde ne peut pas se les payer ou se les offrir. Et donc, c'est compliqué. Donc, il faut démultiplier. Il faut faire ça. Nous, par exemple, les formations qu'on a en commun avec l'UMM sont très majoritairement référencées par l'OPCO2I. Par exemple, on travaille avec l'ensemble des syndicats professionnels dans ce projet dont j'ai parlé, Parcours, piloté par l'IMT.
Donc, on a vocation à essayer de résoudre ce problème qui est de massifier ces compétences-là. Alors, tout seul, on n'arrivera pas, mais je pense que si on prend conscience que c'est aujourd'hui qu'il faut former les gens, et pas forcément sur des choses complexes, mais au moins savoir de quoi on parle. La principale difficulté, pour moi, elle est dans le désilotage des métiers. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve même sur des métiers très basiques, comme par exemple électricien. Ouais. Aujourd'hui, un électricien, il est amené à faire de l'automatisme, de faire du réseau, même quand on installe un portail électrique chez le client. Première chose qu'il va demander, c'est que ça soit branché sur un interphone, branché. Et là, on est sur non plus de l'électricité de base, au sens noble du terme, hein, mais sur les métiers connexes d'automatisme, d'électromécanique, ou ainsi de suite. Et quand on voit la mise en place d'un système cyberphysique ou un robot, ou ainsi de suite, on met autour de la table des personnes qui doivent être capables d'échanger et qui doivent se comprendre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, un informaticien, un mec du BE, et puis, eh ben, ils n'ont pas ce langage commun. Oui, c'est sûr. Et donc, il faut vraiment amener ça. Oui, ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, ouais, je voulais revenir sur cette première brique, sur le côté humain, social, formation et compétences auxquelles voilà, l'école des mines et d'autres essayent on va pas dire prêcher la bonne parole, mais d'évangéliser un peu ça aussi. Ouais, voilà, on amène notre pierre à l'édifice. Voilà. On sait que tout seul, on est une goutte d'eau, mais bon, avec plein de gouttes d'eau, on peut arriver à faire des choses. C'est ça, exactement. Et un autre sujet que vous avez évoqué, c'est autour de l'éco-responsabilité. Je sais que l'école des mines travaille beaucoup sur ces sujets-là, avec d'autres acteurs aussi. Et en fait, il y a différents sujets parce qu'il y a ce côté aussi, c'est comment avoir des équipements éco-responsables, c'est-à-dire dans la fabrication, dans l'usage, dans le recyclage aussi, parce que ça va jusqu'à ça. Il y a aussi tout le côté, c'est comment on peut faire durer le plus longtemps possible ces équipements de production. Voilà, donc il y a cette notion de maintenance prédictive qu'on voit de plus en plus arriver. Ça permet d'augmenter la durée de vie, les défaillances matérielles aussi. Voilà. Comment les entreprises peuvent s'accaparer ce sujet d'éco-responsabilité voilà, sur les différents points, parce qu'on a parlé aussi de matières premières, il y a tous ces sujets-là. Voilà. Alors, un exemple d'outils qu'on met à la disposition des industriels, on ouvre en septembre 2024 un nouveau master spécialisé autour de l'économie circulaire. D'accord. Voilà, avec des personnes. Alors, un master spécialisé, c'est quoi? C'est 12 mois de formation en alternance. Donc, les entreprises, c'est le rendez-vous entre un besoin d'entreprise, un élève qui est déjà généralement ingénieur au bac plus 5 et qui vient se former sur une spécialisation pendant 12 mois chez nous. Et donc, c'est la ressource pour moi idéale qui vient accompagner justement ces projets de transformation, parce qu'on a des gens responsables qui sont déjà bac plus 5, donc autonomes, avec déjà un background, et qu'on va former chez nous ici sur justement toutes ces typicités de l'économie circulaire, et qui vont pouvoir mener un projet dans l'entreprise, qui peut être un projet de mise en place justement de prise de recul sur cette thématique, ou pour les entreprises qui sont déjà un peu plus avancées, éventuellement un sujet un petit peu plus précis. Donc nous, on a des outils à l'école que sont nos masters spécialisés, qui sont vraiment des outils de transfert et qui permettent à une entreprise, quel que soit son niveau de maturité sur le sujet, d'avoir une ressource pour y travailler. D'accord. Je dirais encore plus pour les PME ou petites entreprises qui sont souvent frileuses en disant non, on n'aura pas la capacité de l'accompagner, ainsi de suite. Mais en fait, c'est des faux freins. Donc, c'est une première réponse à ça. Et puis ensuite, on a des équipes de recherche ici à l'Institut Fayol qui travaillent sur ces thématiques-là. Et on fait des séminaires, des présentations assez régulièrement. Et de manière assez variée, on peut aussi regarder les aspects nouveaux matériaux. On a des équipes qui travaillent là-dessus. On a des équipes qui travaillent sur, vous parliez de qualité, on a des projets par exemple sur la maîtrise de la qualité du soudage, de la soudure. Ça peut passer par là aussi.
pour faire des objets beaucoup plus pérennes et voilà, beaucoup plus résistants. On a des travaux, par exemple, avec ELM Leblanc là-dessus, qui fabrique des chauffe-eau ou des nouvelles chaudières. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Alors, on a un service, un département qui s'appelle la Direction des partenariats et de l'innovation, qu'on appelle la DPI chez nous, avec des personnes relais. Donc, je pourrais vous donner les noms si c'est pas intéressé, pour les mettre sur le podcast. Sur le podcast. Et voilà, c'est notre interface pour prendre en compte les problématiques des industriels, et les personnes qui travaillent dans cette direction sont là pour analyser le besoin de l'entreprise et d'essayer de monter une réponse la plus couvrante, on va dire, possible, soit sur des mises en relation, parce que nos plateformes dont on parlait tout à l'heure nous permettent d'avoir un écosystème avec beaucoup d'entreprises partenaires ou d'autres écoles ou, voilà, qui vont pouvoir donner une réponse si on n'est pas capable de la donner nous à Mines Saint-Étienne. Tous nos produits de formation, j'en ai donné un par exemple sur notre nouveau master en économie circulaire, et puis c'est également d'accéder aux équipes de recherche. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à une entreprise de maîtriser la totalité. Donc, on a mis en place ce service-là qui est vraiment en interface entre les entreprises et l'école des mines. Et donc, si on reprend l'économie circulaire, c'est vraiment de regarder de manière la plus holistique possible, se dire comment je peux aller sourcer des produits locaux, déjà, comment je peux concevoir mon produit pour être, on le disait, réparable, réutilisable, démantelable, parce que des fois on a des fausses bonnes idées, et on arrive à la fin à un monstre écologique en ayant voulu faire quelque chose d'intéressant. C'est comment je gagne en efficience dans mes environnements de production. Aujourd'hui, il y a plein de ressources critiques qui n'en étaient pas il y a 15-20 ans, du moins que les industriels n'avaient pas identifié. Je parlerai de l'eau, simplement, de l'énergie, ça on le voit arriver, malheureusement, voilà, depuis quelques années, mais la ressource en eau est une bombe latente pour beaucoup d'entreprises. On commence à parler d'entreprises sèches. D'accord. En disant demain, tout simplement parce que les législations vont faire que les préfectures vont interdire aux entreprises de consommer. Sans vous donner des chiffres, mais des entreprises qui aujourd'hui vendent de l'eau ont des ratios qui ne sont pas si exceptionnels que ça. C'est pour 1 litre d'eau vendue, on en consomme 1,5 ou 2. Donc, comment je fais pour... parce qu'il faut nettoyer, parce que... bien sûr. Voilà. Et donc, comment je fais pour réduire mes consommations en énergie? Comment je fais pour être plus efficace sur mes effluents, sur mes huiles de coupe, ce genre de choses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres technologies qui me permettent d'avoir des choses plus intéressantes? Voilà. Et puis, je reviens sur la conception, c'est comment je peux concevoir mon produit? Parce que c'est quand même beaucoup à l'origine du design qu'on va gagner. Donc là, on a aussi des travaux là-dessus, sur les matériaux, sur le design des différents matériaux, parce que c'est comme ça qu'on va gagner au global sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Oui, puis après, ça revient à ce qu'on a dit aussi au départ, c'est qu'à un moment, il y a un business model peut-être à réfléchir, parce que c'est sûr qu'en mettant des appareils qui se réparent mieux, qui durent plus longtemps, etc., ça peut changer le business model de l'entreprise, parce que les gens vont moins acheter. Après, est-ce qu'ils vont rentrer dans des sujets comme peuvent le faire très bien Apple avec du marketing très fort et voilà, qui est une mauvaise raison, mais voilà, mais c'est parce qu'on sait très bien que l'indice de réparabilité d'un iPhone est très bas par rapport à d'autres du marché. Samsung est aussi un peu pareil, mais par contre derrière ils ont un marketing très poussé qui leur permet de revendre derrière. Mais d'autres du secteur peuvent aussi avoir un indice de réparabilité plus important, enfin plus meilleur, on va dire, meilleur, et donc forcément vont vendre moins d'appareils aux mêmes personnes. Mais est-ce que, voilà, les mentalités changent, je pense. Je pense. Voilà, les mentalités. On est sur vraiment une mutation des mentalités. On commence
Alors, pour nos générations, je veux dire, on le comprend à travers des vecteurs comme l'énergie, parce que ça nous touche un peu plus. Je pense que les nouvelles générations sont plus réceptifs aussi un peu à la qualité de vie, aux émissions. Voilà, on le voit dans nos jeunes là qu'on reçoit et qu'on forme et avec qui on échange. C'est en train de changer et donc c'est eux qui seront à la fois les consommateurs et les producteurs de demain. Et on voit qu'aujourd'hui, le système productif tel qu'il existe aujourd'hui ne leur correspond plus. Et donc, il va falloir faire évoluer et c'est une bonne chose. C'est des nouveaux challenges. Je donnerai juste un exemple par rapport à cette servicisation et à la qualité des produits. Il y a des entreprises qui vendent des outils coupants. Oui. Si on veut un certain business model, à un moment donné, il faut que l'outil coupant il s'use. Ouais. Sinon, on n'en revend pas. C'est sûr. Voilà. Donc, on fait des études, on fait de la R&D pour faire en sorte qu'on soit légèrement meilleur que le concurrent, mais on ne va pas non plus faire en sorte que le produit dure 300 ans. Si la même entreprise se dit, demain, je veux attaquer la marché de servicisation, là, au contraire, puisque je vais louer mon outil coupant, il faut que cet outil coupant, il dure le plus longtemps possible. Parce que mon business model consiste à le fournir à une entreprise et pas venir le changer tous les 4 matins. Donc là, à nouveau, R&D. Parce qu'il faut changer les matériaux, il faut garantir la qualité de coupe sans user, et ainsi de suite. Et deuxième paradigme qui vient derrière, c'est puisque je le vends plus, il faut bien à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui me l'achète. Oui. Quand même. Parce que je le loue. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse intervenir une banque. Oui. Une banque industrielle, une banque professionnelle qui va faire le tiers... qui va faire le financeur. Le financeur. Et donc, on voit que en changeant de paradigme par rapport à un besoin qu'ont de plus en plus les industriels en disant, moi, j'ai pas envie d'aller acheter des outils coupants, de gérer des... Voilà, je veux qu'on me fournisse ça. On voit que si on tire cette ficelle, demain, l'entreprise, elle doit changer son business model, elle doit s'allier avec des organismes financeurs, et puis elle doit changer son produit pour être... voilà. Mais deuxième exemple par rapport à ça, j'aurais besoin d'encore plus de traçabilité. Parce qu'il faut que je connaisse quasiment à l'instant T où en est l'usure de l'outil coupant chez mon client. Comment je fais pour avoir cette information? C'est là où on tire la ficelle du numérique, de la communication. Mais pour prendre un exemple, on va dire un peu plus, peut-être qui existe depuis un peu plus longtemps et qui finalement peut être reproduit dans plein de domaines. Je prends l'exemple des copieurs. Des copieurs qui, quand il fallait commander des tonnerres pour venir les changer avant, maintenant, les vendeurs ont ramené du service en disant on les connecte, ça nous alerte à un certain temps, on vous l'amène, on vous le dépose. Voilà, et d'un côté, ça a servi aux gens parce qu'ils ont plus de charge mentale de se dire est-ce que j'ai bien commandé des tonnerres, avec aussi la difficulté que des fois ça séchait, à l'époque, maintenant ça s'est un peu mieux amélioré, mais je trouve que des exemples dans d'autres choses, c'est important parce que ça ramène du service déjà, au départ, ça rechange le côté juste vendeur d'un produit et ça ramène le service et je trouve ça... Quand on commence à avoir un certain âge, on se dit qu'en fait on a fait un certain nombre de révolutions au sens astral du terme, on a fait le tour de plusieurs fois. Et le meilleur exemple pour rebondir sur ce que vous dites, c'est les téléphones. Moi, quand j'étais jeune, on louait téléphone au PTT. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et puis après, on les a achetés, et puis on les a reloués, et puis on les a rachetés, et puis on les reloue, et puis demain, je ne sais pas ce qu'on fera, mais là, on est dans un système où on les rachète en ce moment. Assez minoritairement, on les loue. Mais demain, sans doute, on va revenir vers ce modèle-là. Donc, je ne sais pas ce qui est le meilleur entre l'un et l'autre, et on ne trouvera pas la solution ensemble. Mais par contre, il faut que les entreprises soient capables de se retourner, on va dire, en étant capable de sentir le nouveau marché et de revenir. Michelin l'a très bien fait, par exemple, avec ses pneus, en les louant, on va dire, aux organismes de transport. Il ne l'a pas fait pour les particuliers. Oui. Voilà, donc il y a encore des modèles hybrides,
qui existent Oui, parce que le marché est peut-être pas mûr, le marché, voilà, c'est ça aussi, quoi. c'est ça. Ouais. C'est ce côté-là. Et donc après, bah, voilà, c'est aussi, mais puis aussi, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y en a qui vont essayer, ça va pas marcher, hop, on arrête. Voilà, c'est aussi. Si on regarde un mouvement de fond qui arrive, qui est sur la réutilisation des vêtements, par exemple, voilà. Ça venait naturellement de se dire j'achète une maison d'occasion voilà, ou une voiture d'occasion, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans. Maintenant, les vêtements d'occasion, ça fait partie intégrante du business des entreprises qui rachètent même parfois leurs vêtements pour les refournir, voilà, ou qui les louent, ou qui. Donc, on est vraiment dans cette mutation qui est passionnante. Parce qu'on doit être à l'écoute, on doit se restructurer, s'agencer. Et pour ça, eh ben, on voit qu'on a besoin de communication, on a besoin de ramener de l'information, d'aller plus en plus vite. Et tout ça, c'est les outils numériques qui vont nous les amener. C'est sûr. Et puis ça fait le lien avec le dernier point là, que vous avez soulevé autour de la souveraineté. C'est qu'il y a le numérique qui est là, donc il y a la donnée qui arrive. Il y a aussi l'ouverture de l'usine, on va dire, de l'industrie vers l'extérieur. Donc il y a des enjeux de cyber, il y a tous ces sujets-là. Mais vous, là, pour l'instant, qu'est-ce que vous voyez arriver? Quelles sont un peu les tendances futures? Parce qu'on parle d'IoT, donc d'Internet des objets, donc d'objets connectés, parce que pour connecter des données en temps réel, mettre des capteurs, voilà, et puis après les traiter. L'intelligence artificielle aussi, qu'on entend beaucoup parler de ChatGPT, mais elle est déjà, pour moi, elle était déjà arrivée d'une autre manière déjà dans l'industrie. Enfin, elle existe déjà, voilà, sur ces choses. Parliez de maintenance prédictive, par exemple. Il y a des outils qui existent depuis quand même. De détection, d'anticipation. Voilà, l'intelligence artificielle, dans l'industrie, pour moi, n'a pas attendu le ChatGPT. ChatGPT va peut-être faire évoluer. Mais pour vous, un peu, quelles sont les tendances un petit peu là qui arrivent, qui vont se faire, qui sont en train de se faire dans l'industrie? Alors les tendances, si on parle d'intelligence artificielle, par exemple, je pense que là où on va vraiment gagner, c'est avec les nouvelles générations d'IA qu'on appelle les IA génératives, qui sont capables d'apprendre et de générer. Parce que là, en gros, ce qu'on appelle IA aujourd'hui, c'est qu'il leur faut un corpus et on bricole avec ce corpus de données et on ressort, on synthétise, on analyse, on trie, ok. Mais l'IA générative, notamment pour tout ce qui est informatique, génération de code et ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, booster, on va dire, tout ce qui est expérience utilisateur, création d'applications très rapidement. Aujourd'hui, il faut des codeurs, et demain, je pense qu'on aura une rapidité pour fournir à quelqu'un une application en utilisant ces technologies-là. Il y aura toujours besoin d'un concepteur, mais on va aller beaucoup plus vite. Un mouvement de fond qu'on voit rêver aussi, c'est beaucoup d'entreprises sont parties par rapport à la data à vouloir tout stocker et à avoir ce qu'on appelle des data lakes ou des... Bon. Et les échanges qu'on peut avoir avec les industriels qui ont fait ça, ils ne sont pas forcément ravis parce qu'en fait, on voit qu'on a construit un monde en parallèle avec le monde de l'entreprise qui est le monde de la data et que ces mondes-là ne communiquent pas. Un bon data analyst ou un bon data scientist, en fait, c'est quelqu'un qui connaît le métier. C'est pas quelqu'un qui maîtrise uniquement la donnée. Et donc, on s'aperçoit que la vraie tendance par rapport à la data, c'est de se dire, là aussi, de quoi j'ai besoin. Et je ne vais stocker, je ne vais archiver que ce dont j'ai besoin. Donc, c'est-à-dire vraiment travailler sur un plan data, mais pas se dire, je récupère tout et n'importe quoi. Parce que si on fait ça, en fait, à l'après, on a de multiples données et on paye très cher l'utilisation. Le troisième mouvement de fond, c'est tout ce qui est logiciel SaaS à mettre en porte-à-faux avec l'on-premise, avec des choses qu'on va mettre sur site. C'est la simplicité qu'on a aussi d'utilisation de ces outils. Donc SaaS, Software as a Service, donc c'est des logiciels qu'on accède à partir d'une adresse internet, voilà. Et ça permet de faire rentrer le numérique dans beaucoup de petites entreprises.
parce qu'elles n'ont pas forcément sont en infogérance pour leur système informatique, elles n'ont pas des serveurs, elles n'ont pas de personnes. Et du coup, le fait de se dire, eh ben, je mets en place un MES, des solutions, par exemple, on travaille avec des projets de recherche avec Astré Software. Ce que j'allais dire. Voilà, avec une solution là qui est déployée dans nos plateformes, à la fois la grosse solution, j'allais dire, la solution Akiweb et Astengo. Je veux dire, là, on a vraiment l'entreprise qui a compris que si on s'adresse à des grosses entreprises bien structurées, avec un IT mûr, on peut vendre la solution Akiweb. Et puis, pour les petites entreprises qui ont envie quand même de piloter par la data, de remonter de la donnée, des solutions avec un IoT et une plateforme web, c'est vraiment idéal. Se pose, pour moi, alors je ne parle pas d'Astré Software, mais deux problématiques majeures qui sont quand même la problématique de cybersécurité. C'est-à-dire on revient sur la souveraineté. Et là, ce n'est pas un mot, on va dire valise, c'est vraiment se dire, quand je mets en place ce type de solution, je dois véritablement vérifier que mon IT, ma DSI, si j'en ai une, ou si j'en ai pas, je dois m'adresser à des gens qui savent faire. De se dire, vraiment, je vérifie que mes communications entre chez moi et l'hébergeur de ma data, en passant par le soft, se fait de très bonne qualité. Sinon, on va au-delà de grosses difficultés. La deuxième problème par rapport à ces logiciels-là et ces sociétés-là, c'est la pérennité. Donc, vraiment bien intégré aussi dans son plan de développement, le fait d'avoir des sauvegardes, d'avoir la possibilité de rebondir, d'avoir un plan B si jamais il y a un crash de l'entreprise ou de la data, parce que de nombreuses entreprises se retrouvent aujourd'hui face à un mur quand l'entreprise fait faillite ou elle est rachetée ou la solution s'arrête. Et ce qui fait la valeur d'une application, c'est la donnée. Oui, tout à fait. Et donc, il faut être extrêmement vigilant, mais par contre, c'est un produit hyper puissant parce qu'on peut déployer sur du mobile, sur du fixe, des solutions. Donc moi, par rapport à ces nouvelles, on va dire, tendances, ce que je vois, c'est vraiment arrêter de stocker pour stocker parce que ça sert à rien. Donc il y a vraiment des grosses entreprises qui font machine arrière. J'ai discuté avec un responsable de la transformation digitale chez Michelin il n'y a pas très longtemps. Et ils nous l'ont expliqué très clairement en disant, voilà, on arrête parce que on va pas dans le bon sens. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une plateforme ou quelque chose qui permet de fédérer les objets, les données, ainsi de suite. Mais on fait attention à son stock, à son collecte, parce que voilà. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à ça répond complètement. Et puis pour aller sur le sujet des outils SaaS, moi je suis complètement en phase avec attention à la pérennité de l'entreprise. Voilà, bien vérifier qui est l'entreprise, de phase qu'elle est, comment bien vérifier la partie contractuelle aussi, parce que ça c'est important et c'est pas hésiter à se faire accompagner. Et puis c'est un métier bien spécifique à se faire accompagner. Nous qui sommes chez Stratégie, accompagnons les entreprises. C'est pas notre métier de juridique. On va pouvoir vérifier qu'il y ait bien la notion de sauvegarde, la technologie utilisée, les sauvegardes, où c'est hébergé, etc. La réversibilité, si on arrive à avoir, s'ils nous disent qu'on arrive à avoir des données réexploitables si on veut partir de chez eux. Tous ces sujets-là. Et puis pour parler d'un sujet que je connais bien et qu'on a évoqué sur l'évolution des outils avec par exemple Astré. Astré, je crois que c'est la première solution de MES au SaaS en Europe à minima ou peut-être même dans le monde, je ne me rappelle plus, mais au moins en Europe. France, c'est sûr, en Europe, je pense. Donc c'est quand même assez important, une entreprise qui maintenant a une certaine pérennité aussi et qui prend depuis maintenant 3, 4, même depuis tout le temps, ces enjeux cyber de manière très précise, parce que j'ai la chance de les accompagner depuis maintenant 4 ans. Et voilà, on est sur ces sujets tout le temps avec des tests d'intrusion faits, avec des choses faites, avec une tonne pignon sur rue, on va dire. On a eu en 4 ans, ils sont maintenant sur un score CyberVadis donc CyberVadis c'est une plateforme qui permet de tester qui est très haut.
Donc voilà, moi je trouve que eux, ils l'ont bien pris conscience. Voilà, Mais attention, tout le monde n'en a pas pris conscience. exactement. Nous, on a eu, je donnerai pas les noms, parce que voilà, mais des écueils par rapport à ça sur certaines solutions qu'on a mis en place où il y a eu des crashs et on a vu la difficulté à remonter la donnée. Et ça, on en discutait avec des industriels clients, ils l'ont pas forcément en tête. On va regarder l'ergonomie, on va regarder l'effet waouh de la solution, sa mobilité. Et puis c'est quand on est devant le mur qu'on voit mieux le mur, mais c'est un peu tard. Oui, et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de solutions d'échange de données, des formats, sans aller faire des choses compliquées, mais qui permettent de pouvoir stocker ou de pouvoir archiver et de pouvoir ressortir de la donnée. L'industrie des futurs, c'est aussi, ça passe aussi par une normalisation. Alors c'est un sujet peut-être un petit peu plus technique, mais si on ne traite pas ce problème-là correctement, on aura pléthore de protocoles et qui feront que l'interopérabilité de l'ensemble de ces systèmes sera jamais garantie. Et on va perdre en qualité de service et en temps de développement. Puis on le voit là, si à un moment il n'y aura pas une norme, on le voit beaucoup. Enfin, moi, chez les industries que je peux accompagner aussi, c'est qu'il y a besoin de plus en plus d'échanges. Déjà en interne entre différents systèmes, on va dire, dans l'entreprise, mais aussi en externe vis-à-vis de fournisseurs, de clients, etc. Comme l'industrie automobile qui oblige maintenant à faire tous ces transferts de commandes, livraisons, etc. de manière automatique via des EDI, des API, enfin voilà. Et puis, dans quelques mois, années, toutes les entreprises vont aussi passer à la facturation électronique. Donc ça aussi, c'est un enjeu parce que les données partent des outils et à la fin, il faut facturer. Et la facturation, il va falloir la faire d'une manière le plus simple possible. Et pour l'instant, on va dire, c'est bien parce que la facturation électronique, il y aura un standard. Donc ça, déjà, ça sera clair. Tout le monde devra utiliser le même standard. Mais après, sur d'autres sujets, c'est compliqué. Moi, je vois des entreprises qui sont vraiment en galère par rapport à ces mises en place de DI avec d'autres industriels, quoi. Pour ça, le mot-clé, c'est anticipation de tout ça. Parce que les entreprises, quand on est face au problème, on ne retrouve jamais la bonne solution parce que fait dans l'urgence. Et si on est capable de se faire accompagner pour anticiper ces prochaines mutations, c'est des choses qui ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre, mais il faut se laisser le temps. C'est des projets où on a besoin d'une mutation. Un exemple frappant de loupé, alors il n'est pas dans le domaine industriel, on va en parler, c'est ce qui est en train de se mettre en place, par exemple, avec les péages automatiques sans péage, enfin les paiements automatiques sans péage pour les autoroutes, où la technologie est au point. Vous passez, il y a des radars, des lidars qui vous chopent votre plaque d'immatriculation, sauf qu'il y a une personne sur 10 qui sait qu'il est passé sur un type de tronçon de ce type-là et qui sait comment payer. Parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie, il n'y a pas eu d'information. Et là, maintenant, on vient dire, les gens ne payent pas. Il y a aussi besoin. Et ça, c'est un aspect extrêmement important. Tout ce qu'on se raconte là, il faut de la pédagogie, il faut de la communication, faut échanger. Sinon, on se retrouve face à des difficultés de ce type-là. On arrive à la fin du podcast. Je pense qu'on pourrait échanger, mais je trouve qu'on a abordé beaucoup de sujets très intéressants sous un angle que je n'avais pas forcément prévu, mais finalement, on voit tout ce que j'avais envie de voir, donc c'est plutôt bien. J'ai deux questions, j'ai deux questions que je pose pour un peu clôturer. C'est est-ce que vous avez un livre, une série, un film à nous conseiller en rapport avec ce sujet ou pas, parce que voilà, il peut y en avoir même deux. Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait être intéressant sur la transformation numérique. Alors il y a un petit livre, alors je vous donnerai exactement le titre, qui a été écrit par Michael Valentin, qui est un consultant société qui s'appelle OPO, qui fait du consulting en transformation digitale. Mais bon, peu importe. Alors, il écrit plusieurs livres sur les modèles Tesla, par exemple, mais il a aussi écrit un roman. D'accord. Un peu à la méthode, vous savez, le but de Goldratt, qui voilà.
et qui met la personne en se disant, bah voilà, je suis un industriel avec une petite PME dans un coin et puis je dois me transformer. Je sais plus, il fait des bouteilles de jus de fruits ou des choses comme ça, ou des confitures. D'accord. Et il reprend justement toute la vie du décideur C'est marrant, ça. qui est confronté à ça. Et je trouve que ce bouquin, il se lit, parce que c'est un roman, donc il n'y a pas de termes trop techniques, enfin, on ne rentre pas dans la technique, mais il montre bien les nouveaux défis de l'entreprise, qu'on disait, l'évolution d'un client, la résistance au changement, voilà. Et voilà, si j'avais un livre à conseiller, je parlerais de celui-ci. J'aime bien ces formats un peu romans. Oui, romans parce que ça s'adresse à tout le monde, mais aussi bien spécialisé. Voilà, et ça... À la fois une décontextualisation, parce que voilà, c'est sur un sujet qui n'est pas forcément le nôtre, mais on se retrouve et on se revoit dans un des acteurs. C'est plus facile à lire, je pense, et après, voilà, ça peut ouvrir un peu les chakras. Je vous donnerai le... Ça marche. Et dernière question, est-ce que vous avez un invité à me conseiller pour un des prochains épisodes? Je pourrais vous mettre en relation avec une entreprise avec laquelle on travaille, on débute une collaboration qui s'appelle Factopi. D'accord. FACTOPI, et en fait qui est sur un modèle assez en rupture de la fabrication. En fait, ils veulent faire du manufacturing as a service, on parlait de software. Ah ouais, c'est marrant. Et donc, ils ont volonté, en fait, de dire, une entreprise, aujourd'hui, elle a des assets, voilà, mais demain, on peut avoir besoin, pour des entreprises, des startups, du ramp-up, on va dire, de nouveaux produits, d'avoir des entreprises, des systèmes de production reconfigurables. Et donc, on travaille avec eux. C'est des anciens de l'industrie automobile, voilà. Et je trouve qu'ils sont sur vraiment un objet intéressant de ce manufacturing as a service. Et quand on tire cette ficelle, on se rend compte qu'on est vraiment sur un modèle de rupture, on le disait, en termes de business model, en termes de construction, de conception du système. Et donc, je pense que ça pourrait intéresser. C'est intéressant parce que ça montre autre chose. Et ils seront aussi, je pense, très intéressés pour discuter avec vous, parce que les échanges qu'on a avec eux et avec certaines entreprises qui fournissent de l'IT, du système d'information, et on voit bien que ces entreprises-là, elles ne comprennent pas ce qui se passe avec ces nouveaux objets. Et je cherche vraiment à faire rentrer l'IT de papa-maman, voilà. Et ça passe pas parce qu'on n'a pas besoin de ça, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, il y a vraiment d'autres challenges très intéressants. Bah, écoutez, avec plaisir pour me mettre en relation. On peut vous retrouver où? Comment les gens peuvent vous contacter? LinkedIn Alors, oui, page LinkedIn, Frédéric Grimaud, par la page de l'école des mines également. Par les liens des pays, par mail. On a également des sites web sur nos plateformes. Donc, normalement, si la personne tape Frédéric Grimaud, mine Saint-Étienne, il aura ce qu'il faut pour me contacter. Je mettrai un petit peu aussi tout dans la biographie de l'épisode, comme ça les gens pourront vous contacter. Bah écoutez, Frédéric, merci beaucoup. C'était un bon moment. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup aussi. Très sympathique comme échange. Bah merci bien. À bientôt. Et voilà, c'était notre plongée dans l'industrie du futur ou des futurs avec Frédéric Grimaud. On a parlé de tech, d'humain, d'éco-responsabilité et de souveraineté dans le monde industriel. Mais cette conversation ne s'arrête pas là. Si ces discussions vous a fait réfléchir, si vous avez des idées à partager ou des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. On veut bien entendu entendre ce que vous en pensez, partager ce podcast autour de vous et aussi n'hésitez pas à voter. Si vous êtes intéressé par l'industrie du futur qui n'est pas qu'un truc de geek, c'est notre avenir à tous, alors soyons actifs et encourageons l'innovation responsable et assurons-nous aussi que ça évolue dans la bonne direction.
Je remercie une nouvelle fois Frédéric pour avoir partagé son expertise. Vous retrouvez tous les moyens de se connecter avec lui dans la biographie de l'épisode. Merci à tous de nous accompagner. Restez connectés, restez curieux et surtout, restez humains.